Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de la série Les bonnes pratiques, donc dédié aux partenaires. Pour cette dernier épisode de cette première série qui a été de cette année fiscale 21 Cisco, nous allons parler donc de tout ce qui est support technique avant et après vente. Cet épisode est co-animé entre moi et Thiago Silva. Thiago Silva qui est un collègue d'équipe, qui est aussi VIPAM comme moi dans l'équipe ici basée au Portugal. Et nous allons donc nous répartir la tâche de vous parler donc des supports qui existent avant et après la vente. N'hésitez pas de nous aider on est en train de faire le planning donc, pour la prochaine année fiscale. N'hésitez pas à mettre vos idées sur Slido. Je vous ai mis sur le chat où vous connectez avec le numéro de l'event et le mot de passe. Et n'hésitez pas donc à nous donner des idées là-dessus. Donc, je remercie Thiago pour s'être montré disponible pour cette présentation. Donc, toutes les questions, on va essayer de répondre à vos questions. Celles qu'on n'arrivera pas à répondre, on remettra donc aux équipes de support. Si vous avez des questions sur le TAC, sur Partner Pro, etc., et Thiago et moi, nous ne savons pas répondre, on prend vos questions et ensuite, quand on envoie le recording, et la présentation, vous aurez donc un Q&A si ça fait sens d'en faire un avec les questions qu'on n'a pas pu répondre. À la fin de la session, donc demain ou après-demain, je vous envoie l'enregistrement et la présentation. Vous aurez ça à votre disposition et vous recevrez automatiquement dans votre email pour toutes les personnes qui sont inscrites, même les personnes qui n'ont pas pu participer. Et donc, je vais vous montrer donc l'agenda. On va parler de la War Room, qui est une équipe qui existe pour vous aider à battre les concurrents. Le Customer Service Hub, que sûrement vous connaissez, je pense que c'est là où où il y a le plus de sujets pour ouvrir les caisses. Le Partner Pro, pour savoir quand vous pouvez l'utiliser, tout ce qui est donc licensing, le software licensing, comment ouvrir les cases et bien sûr le TAC, qui est le support après-vente avec un peu plus de slides et un peu plus de contenu pour vous transmettre donc, des informations qui, j'espère, ensuite vous seront utiles. Je passe la parole à Thiago qui va commencer avec les premiers thèmes et je reviens vers vous pour la suite. Merci beaucoup Sonia. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Thiago Silva, comme Sonia l'a indiqué, et on va commencer donc ce webinaire en parlant de la War Room et qu'est-ce que en fait que fait cette équipe en fait. Et donc est-ce que tu peux passer le slide Sonia s'il te plaît. On a quelques questions parfois qui nous sont posées par nos partenaires, des soucis, des doutes quant à il y a des lacunes dans les produits et le parrainage exécutif, par exemple, comme c'est indiqué, et parfois qui font que nos partenaires perdent des contrats face à la compétition. Comment positionner donc un deal compétitif quand, par exemple, on fait une réponse à un appel d'offres et on sait que cette réponse, on va la faire face à des compétiteurs. Comment est-ce qu'on peut donc développer un deal qui soit compétitif, qui soit capable donc de se battre face à la compétition? Ou alors, si on a simplement besoin d'un accès plutôt rapide à des experts cross-fonction. C'est pour ça en fait que la War Room existe. Et la War Room en fait va vous aider dans tout ce qui est préparation avant le deal. Donc de bien positionner le produit Cisco et comment on arrive à cette War Room. Le lien il est indiqué dans le titre du slide et comme vous pouvez voir c'est très intuitif, c'est très simple.
Et c'est vrai que pour ceux qui n'ont jamais utilisé la War Room ou ceux qui l'ont déjà utilisé, il y avait en place une exigence de l'existence d'un deal ID avant qu'il puisse répondre. Cette exigence n'existe plus, donc ce qui permet donc quand on commence déjà à préparer un projet, on sait qu'on va devoir répondre à un projet, on sait qu'on va devoir faire face à un compétiteur dans un appel d'offres ou simplement dans un renouvellement ou dans un deal qui arrive, eh bien, on peut simplement déjà contacter la War Room pour être bien préparé et qu'on puisse arriver donc au moment de la présentation du deal avec les meilleures conditions et d'une façon qui positionne Cisco de façon compétitive. Et donc, si vous regardez le deal, c'est très intuitif, c'est très simple. On commence donc on va faire de gauche à droite comme normalement et on va voir donc quels sont les compétiteurs. Dans le cas, on a pris Huawei, donc c'est précisément cette vue que vous allez avoir quand vous ouvrez le site. On choisit le compétiteur, on choisit l'archi sur laquelle on veut de l'aide. Et là, on a pris le cas du EN. Et ensuite, on peut faire donc le type, le type de demande dont on a besoin. Et si vous voyez que on a plusieurs options. On peut juste demander à avoir plus de détails sur une partie un peu plus technique. Et là, la réponse va être un peu plus, disons, quelles sont les différences techniques, par exemple, sur du EN de Cisco face, par exemple, à Huawei. Quels sont les différenciateurs ou quels sont les points forts et les points faibles. Donc, on ne va pas juste tracher la compétition, on va aussi montrer où est-ce que Cisco peut peut-être être un peu derrière, mais quels sont les avantages et comment est-ce qu'on peut compléter ou réduire cette lacune donc d'une autre façon. Et donc, la dernière partie, c'est là où justement vous allez mettre les détails. Si vous avez un deal ID, c'est mieux. Pourquoi? Parce que si vous savez déjà ce que vous allez positionner face à un compétiteur, l'analyse que l'équipe de la War Room va faire va être beaucoup plus précise, beaucoup plus exacte. Donc, ça permettra donc que cette analyse soit faite vraiment sur une base de voilà ce que notre client final souhaite avoir et comment est-ce qu'on peut le répondre face à, par exemple, un Dell ou un Juniper ou un Fortinet, comment est-ce qu'on peut répondre de la façon la plus compétitive. Ensuite, l'information qui va être demandée, il faudra mettre quelques petits détails. Et donc, l'équipe fonctionne de 24 heures sur 24, 5 jours par semaine. Ils ne travaillent pas le week-end quand même, il faut qu'ils se reposent. Mais les 24 heures par semaine, donc, les 24 heures par jour, donc c'est une équipe globale. Et donc, comme c'est une équipe globale, le contact est préférentiellement fait en anglais. On sait que parfois c'est plus simple et plus facile d'avoir une réponse en français. C'est possible de le faire, mais ça prend un peu plus de temps et si on est à court de temps pour une réponse ou un appel d'offres ou si on est un peu pressé dans notre demande, le mieux c'est de le faire cette demande en anglais. Et comme vous voyez, donc, ils ont un délai, donc un délai de réponse de 4 heures. Donc, dès que vous positionnez votre réponse, dans les 4 heures suivantes, vous aurez une réponse de la War Room, déjà donc sur la spécificité de votre demande. Et donc, s'il faut après faire un petit fine-tuning, c'est aussi un dialogue qu'on peut maintenir avec l'équipe. Donc, surtout, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, quelles sont les principales raisons pour pouvoir utiliser donc cette équipe de la War Room? D'abord, ça vous permet de présenter une BOM qui est vraiment donc compétitive. Pourquoi? Parce que si on a déjà un projet, si on veut savoir comment est-ce comment est-ce que notre BOM, la BOM Cisco va faire face à un compétiteur, on aura déjà cette réponse. C'est des experts qui connaissent bien la compétition, qui sont bien au courant donc, de ce que font nos compétiteurs et peuvent la positionner de façon très, très exacte. Donc, une BOM, comme je l'ai dit, le deal ID n'est pas nécessaire, mais c'est mieux.
Pourquoi? Ça permet ensuite de mettre un deal qui lui aussi est compétitif et qui va non seulement inclure le partenaire, mais on pourra aussi ramener l'équipe, donc toute l'équipe, l'account team, et sur quelques deals, on peut compter avec donc la personne de la War Room pour justement positionner ces informations. Au niveau des SLA, ils ont 30 minutes pour assigner les cas et 4 heures pour vous donner une réponse qui soit complète. Donc, ça permettra donc aussi de travailler très rapidement. L'idée, c'est que, et en tant qu'équipe globale, ils puissent justement répondre d'une façon rapide. Et ça vous donne un accès très diversifié à un numéro d'experts qui travaillent précisément sur du cross-fonction. Donc, qui sauront faire le lien, pas dans des silos, mais qui sauront faire le lien entre les différentes archives. Voilà. Donc, nous avons une question, Thiago, ouais. de Saïd qui dit des fois, on a plusieurs compétiteurs, on peut choisir plusieurs, on doit faire une analyse compétiteur par compétiteur. Donc, ce qu'ils vont faire, donc l'équipe fait une analyse compétiteur à compétiteur, mais vous pouvez demander, si vous savez que vous allez vous positionner avec Fortinet, Juniper et Dell, vous pouvez faire la demande et en indiquant que c'est précisément ces compétiteurs avec lesquels vous allez devoir vous battre entre guillemets, et l'équipe fera cette analyse. Donc ils vont pas envoyer une analyse spécifique, mais pourront déjà positionner donc les différentes analyses, justement, donc voir quelle est votre proposition face aux 2-3 compétiteurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais ça, c'est l'idée principale de l'équipe. Merci, Thiago. De rien. On peut avancer s'il n'y a pas d'autres questions. Ouais. Non, il n'y a pas d'autres questions, non. Donc, on peut avancer. J'appuie pour avancer, mais ça avance pas. C'est mercredi, milieu de semaine. Le système est fatigué aussi. À toi. Merci beaucoup. Donc la deuxième équipe dont on veut vous parler est donc l'équipe qui est derrière donc le Customer Service Hub. Et que fait cette équipe? Cette équipe va vous aider sur des sujets très diversifiés. Donc, on peut aller jusqu'à des soucis d'accès à des outils. Donc, en tant que partenaire, vous n'avez pas accès à un outil, l'équipe vous permettra de le faire. Vous avez des soucis, par exemple, avec vos métriques, donc niveau CSPP qui ne sont pas correctes. C'est cette équipe-là qui vous aidera aussi à faire les corrections. Vous avez un deal en cours qui est en hold. Et on sait qu'en ce moment, il y a plusieurs deals en hold en ce moment à cause du shortage d'équipement. Mais donc, c'est cette équipe qui vous aidera aussi donc, à débloquer la situation. Vous avez un message d'erreur que vous n'arrivez pas à identifier correctement, vous ne savez pas quoi faire avec sur CCW, c'est eux aussi qui vont vous aider. Ou alors, vous avez besoin de faire, vous avez donc besoin de quelqu'un qui puisse vous aider à résoudre ce souci, ça sera précisément cette équipe. Donc, tu peux avancer, s'il te plaît, Sonia? Oui. Merci. Donc voilà, donc ça c'est quelques questions qui, nous en tant que VIPAM, on nous remonte souvent. Donc Sonia aussi a l'expérience. Donc c'est le genre de questions. Pour nous c'est compliqué, on sait aussi que pour vous ça doit pas être facile. Donc l'idée c'est un peu de vous aider justement à passer rapidement là-dessus. Tu peux avancer s'il te plaît, Sonia? Donc, on vous mettra le lien, il est un peu plus bas dans les slides, mais on vous montrera donc comment accéder au Customer Service, au Service Hub. Mais donc, la première chose, c'est de bien identifier et cataloguer votre problème. Pourquoi? Parce que ça évitera après justement qu'on ait du ping-pong, qu'il y a des cases qui soient renvoyés d'une équipe vers l'autre, qu'on ait des cases qui soient fermées parce que ça n'a pas été ouvert au bon endroit. Petite précision, oui, on peut ouvrir des cases en français, mais la réponse reviendra toujours en anglais. Donc, la personne qui recevra le case
on n'a pas beaucoup d'agents qui vont pouvoir traiter le case en français. Et là, la réponse viendra toujours en anglais. Pourquoi? Parce que c'est aussi une équipe globale et qui travaille sur différents shifts. Donc, l'idée, c'est on peut ouvrir le case, ils comprendront quelle est la demande, mais la réponse viendra en anglais. Si on peut aider en avance en expliquant déjà tout en anglais, c'est plus facile aussi. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, tu peux juste revenir, s'il te plaît? Oui. Ouais, juste pour montrer. Donc, c'est très simple. On a mis vraiment ici on a essayé de numéroter le plus facilement possible. Tout commence dans cette barre de recherche où on va taper donc quel est notre problème, quel est notre souci, qu'est-ce qu'il nous faut comme question. On peut aller dans le détail, mais parfois si on met des mots-clés, ça aidera aussi à justement donc donner la bonne réponse. Une fois les mots-clés placés, on lance la recherche sur la petite loupe bleue qui est à droite et en bas, un peu plus bas, vous verrez afficher donc toutes les options que vous avez en termes de possibilités de case là-dessus. Pour l'exemple en question, c'est un souci avec une cotation CCWR, par exemple. Et donc, on choisit bien notre case, on clique donc sur Open Case qui est à droite, ça va nous ramener après dans une autre page, mais disons que vous ne voyez pas l'information que vous souhaitez. Vous pouvez donc taper donc sur un peu plus bas, vous verrez cette petite information I don't see what I need listed. Donc l'information n'est pas listée, donc il me faut plus d'informations. Et vous aurez ensuite un peu plus d'options qui vous seront données. Une fois choisi le case, on avance, on va continuer, on va passer, donc on va bien sélectionner dans le menu déroulant pour être le plus précis possible, parce que dans les équipes qui gèrent précisément donc les demandes, il y a plusieurs personnes, et donc c'est pas une seule équipe qui traite de tout, mais si on arrive à être le plus précis possible, la question partira directement chez la bonne équipe et on évitera justement ce ping-pong qui est parfois un peu embêtant. Une fois donc bien choisi dans le menu déroulant, quel est le souci, quel est notre souci, pourquoi est-ce qu'on contacte l'équipe, quel est le besoin en fait d'aide, on va remplir donc toutes les informations nécessaires et sont signalées par un astérisque rouge. Donc ça, c'est les informations nécessaires pour avancer. Donc, tu peux passer, s'il te plaît, Sonia. Et là, donc, il faudra bien remplir toute l'information, choisir, et vous avez même la possibilité, disons que vous avez un message d'erreur, on prend le cas de CCW, vous avez un message d'erreur qui s'affiche, vous n'arrivez pas à identifier quel est le message d'erreur, vous pouvez faire une prise d'écran, et donc vous pourrez ensuite rattacher ce message d'erreur aussi au case pour que l'équipe puisse aussi identifier. Le message d'erreur, normalement, comme il sera en anglais, ça sera aussi plus facile. Donc, ils sauront déjà, ils connaissent déjà donc, les erreurs les plus habituelles, donc celles qui se passent le plus souvent, et donc pourront aussi rapidement identifier. Ensuite, c'est simple, on fait un next, on va avancer, ou alors si on dirait que, on peut dire que le souci n'existe plus, on peut juste annuler le case, mais on va avancer. Une fois avancé, on va avoir l'opportunité de revoir toute l'information qu'on a placée dans notre case, tous les détails qui ont été mis dans le case, s'il faut rajouter des choses. Juste pour indiquer aussi, donc vous pouvez partager ce case avec d'autres personnes. Disons que vous souhaitez que d'autres personnes puissent voir donc le case qui a été ouvert pour qu'ils soient au courant. Pour information, vous aurez aussi l'option et l'occasion de placer différents emails. Vous allez donc ensuite créer donc, le case, petit bouton bleu, Create Case. Une fois le case créé, vous aurez donc une référence. Pas besoin de faire un copier-coller là-dessus parce que vous recevrez aussi, le système il est intelligent, donc vous recevrez aussi un petit email avec donc le résumé du case et la référence du case en interne au cas où vous souhaitez donc faire une référence là-dessus. Donc, très simple pour ouvrir le case. La seule question, c'est vraiment de bien identifier, bien cataloguer son problème dès le départ pour éviter du ping-pong, pour éviter des allers-retours. Tu peux avancer, s'il te plaît, Sonia?
Donc, comme vous voyez donc sur le ici, donc c'est juste pour vous donner une idée comment fonctionne, un peu le système. Vous avez le lien donc pour le Customer Service Hub, qui est indiqué donc juste en dessous du L1 support qui est là, donc le petit lien bleu. Vous l'aurez aussi à disposition, avec la présentation. Donc l'équipe qui reçoit, une équipe de niveau 1 qui va traiter le case. Disons que et eux donc, juste pour être clair, ils ont, jusqu'à 4 heures pour vous donner une première réponse, une fois le case signé. C'est vrai que parfois, ça peut prendre un peu de temps à que le case soit signé, mais par expérience, ça passe pas normalement de 2 heures à peu près jusqu'à ce que le case puisse être assigné à quelqu'un. Donc, il y a un agent qui va prendre en charge le case. Et là, 4 heures pour vous envoyer une première réponse. La première réponse peut être, j'ai bien reçu votre case, on va commencer à y travailler, on vous donnera un retour dès qu'on a une réponse. On va dire que bah, ça prend un peu de temps, on n'a toujours pas eu de réponse, on voit que le case avait déjà été assigné à quelqu'un, mais on n'a pas eu de retour. Parfois, il faut juste un petit peu de patience. C'est vrai qu'on est pressé. La plupart du temps, on veut les choses faites rapidement, mais il faut quand même donner un petit temps à la personne. Elle est en train peut-être de faire une bonne recherche, d'aller de faire une recherche un peu plus in deep donc sur le sujet. Mais si on voit qu'il y a vraiment du retard, qu'on n'a pas eu de retour, on n'a pas été contacté par l'agent, ça traîne, on peut donc demander une escalade. Et il faut quand même essayer d'éviter une escalade tout de suite. Donc, on n'ouvre pas le case, on l'escalade tout de suite après. Ça sert à rien. Le case, il ne va pas être escaladé parce que ça va. C'est vrai qu'il y a ce temps qu'il faut à l'agent pour qu'il puisse faire ses recherches, pour qu'il puisse vous donner une première réponse. Mais si ça traîne, on peut demander une escalade. Et dans le cas où c'est vraiment quelque chose qui prend vraiment beaucoup de temps à résoudre, si on voit qu'il n'y a pas de résolution ou ça traîne vraiment trop, on peut donc envoyer par mail. Et là, cette dernière escalade, donc c'est un deuxième niveau d'escalade, on peut le faire cette escalade par mail, donc sur le mail qui est indiqué, donc OneSupport escalations@cisco.com. Ce niveau d'escalade, c'est vraiment pour des soucis où ça fait une semaine qu'on essaie de résoudre un problème, il n'y a pas de réponse, ça traîne vraiment énormément beaucoup. Bah, là, on va peut-être faire une troisième escalade, une deuxième escalade, pardon, pour voir si on peut le résoudre. Et juste souligner que le L3 support ce niveau d'escalade avec cet email n'est pas accessible aux partenaires. C'est plus, faut demander à quelqu'un en interne Cisco. Exactement. Exactement. Donc, c'est quelque chose que donc vous travaillerez avec votre PAM, votre VPAM ou votre contact chez Cisco pour qu'il puisse donc faire ce contact. On essaye quand même, avant de faire ça, d'essayer de résoudre l'escalade. Et normalement, c'est vrai qu'une intervention peut nous permettre de résoudre le souci un peu plus rapidement. Donc, si vous avez besoin, il faut vraiment faire une escalade, contactez donc la personne qui vous accompagne donc en interne chez nous pour qu'on puisse donc faire cette escalade. Bien rappeler que on ne fait pas nous, en tant que VPAM, nous ne sommes pas dans ces équipes. On les connaît parce qu'on travaille avec ces équipes assez régulièrement, mais nous ne sommes pas dans ces équipes. Donc, on n'est pas, nous, on ne va pas résoudre le souci. On n'est pas là pour résoudre le problème, mais on est là pour essayer de vous aider aussi à ce qu'on ait une bonne résolution le plus rapidement possible. Est-ce qu'on peut avancer aussi donc pour le dernier slide, Sonia? Donc, juste une petite information côté ce qui est demande spécifique sur CCW. Et donc, ça va être spécifiquement donc, pour des escalades sur CCW. Et ça, donc, être bien clair, ce processus, il fonctionne pour nos partenaires OneTier ou pour la distribution. Donc, les partenaires qui travaillent directement avec la distribution peuvent demander à leur distributeur de parfois donc, de faire cette demande. Et cette demande, pourquoi? C'est précisément pour faire une demande de support sur CCW directement dans l'outil.
Donc, quand on va sur CCW, d'abord, si l'ordre est éligible pour ce genre de support, donc on verra donc ce self-serve qui est ce bouton qui apparaît donc du côté droit de l'outil pour qu'on puisse faire cette demande. Nos partenaires One-Tier peuvent y aller directement, ils auront l'option directement pour eux. Les partenaires qui travaillent avec la distribution, les distributeurs auront cette option. Donc, c'est une analyse, c'est un petit raccourci qui permet donc d'ouvrir le case un peu plus rapidement pour des problèmes liés directement au CCW. OK? On peut avancer? Et donc, juste pour faire un petit récap rapidement, donc voilà, quelles sont les bonnes pratiques? Être clair et être bien clair dans donc quel est le problème, être le plus précis possible donc dans le souci que nous avons et donc dans notre demande. Ne pas trop, on ne va pas escalader les choses une demi-heure après avoir ouvert le caisse. Il faut du temps aussi pour que les équipes travaillent. Et donc, l'agent a besoin de ce temps pour investiguer. Parfois, c'est des soucis simples. On aura une réponse très vite. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Il faut que l'agent aussi ait le temps de faire son travail, et de rechercher, de bien confirmer les informations avant de vous donner une réponse pour ne pas vous mettre dans une fausse route avec la réponse. On peut ouvrir les caisses en français, comme je vous l'ai indiqué, mais la résolution elle sera un peu plus longue parce qu'il faudra justement qu'il y ait cette réponse qui soit faite, cette analyse qui va être faite, mais la réponse sera toujours donnée en anglais. Et le plus important, c'est de donner donc de bien donner son feedback à la fin du case. Pourquoi? Si vous avez une bonne expérience, c'est bien parce que comme ça on sait où sont les points forts, qu'est-ce que nous faisons bien. Si l'élection n'a pas été bonne, c'est important aussi de le dire. Pourquoi? Parce que ça nous permet de s'améliorer, d'améliorer les process et les guides en interne des équipes. Et ça nous permet aussi de faire grandir notre service. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, laisse-moi vérifier. Tout à l'heure, non. Alors, non, il n'y a pas de nouvelles questions. OK, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je te repasse la balle. Merci, Thiago. De rien. Alors, maintenant, je vais vous parler du Partner Help Pro. Le partenaire, avant, l'année dernière, je ne sais pas s'il y a des partenaires qui sont plus habitués, qui ont déjà travaillé avec cette équipe. Avant, nous avions le Partner Help et à présent, nous n'avons que le Partner Help Pro qui a un autre degré d'aide. Donc, le Partner Help est une équipe d'avant-vente Cisco, donc qui est constituée par des systèmes ingénieurs et qui vous viennent en aide donc avant la vente. Pour vous donner pour vous soutenir. Donc, quels sont les besoins que vous avez? Donc, vous avez besoin de plus d'informations sur la gamme de produits pour pour avoir une bonne proposition bien solide à votre client, revoir la BOM pour que le deal soit bien qualifié si vous avez des doutes et tout ce qui est service complémentaire. Après, vous avez aussi l'opportunité avec le partenariat pro du SE aussi participer aux réunions avec les clients, faire des présentations, faire des démos aux clients. Et ça va vous aider aussi, vous donner de la crédibilité auprès de vos clients, car vous avez quelqu'un de Cisco à côté de vous pour répondre à ces questions. Et aussi, ça vous donne l'opportunité donc d'avoir un support technique sur le IP que vous avez créé. Alors, comment utiliser le Partner Pro? Il faut demander une demande d'assistance sur le lien que vous avez. Vous devez cliquer ici dans le clic tout seul. Et donc après, il y a un menu déroulant et vous n'avez qu'à remplir. Il y a des conditions pour utiliser cette aide, qui bien sûr est géniale, mais il y a des conditions. Donc, avoir un îlot IP déjà approuvé donc par l'AM. L'opportunité, il faut qu'elle soit au-dessus de 100 $ en prix liste. Et le client final, il faut qu'il soit small ou mid-size selon les critères de Cisco. Donc, je rappelle les critères de Cisco. Small, c'est quand c'est un compte non nommé. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement petit, c'est juste un compte non nommé qui peut être donc
qui n'est pas listé dans les comptes attribués de Cisco, donc il va dans l'équipe small, et tout ce qui est mid-size Cisco, donc PME et TI, qui sont des comptes déjà listés et associés à ce qu'on appelle dans le jargon Cisco par un virtual account manager. Le Partner Pro donc, est disponible en français. Il y a des équipes en France. Ils ont des équipes Europe, mais il y a donc une personne par architecture en France. Je ne sais pas si vous avez déjà contacté avec eux. C'est ce qu'on appelle aussi les équipes TSM qui sont derrière le Partner Pro. Ici, je vais vous parler du licensing, car auparavant, pour utiliser le support de licensing, nous utilisions un email. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les personnes qui ont plus l'habitude d'ouvrir des caisses avec Cisco, à chaque fois que vous avez un problème avec des licences, on avait justement une équipe et on l'a contacté par email. À présent, il faut vraiment aller sur un outil que je vais vous montrer. Donc, quand est-ce que vous pouvez ouvrir des cases dans ce portail de licensing? Toutes les questions qu'on va avoir avec les smart accounts. J'ai une smart account, elle n'est pas activée. J'ai 2 smart accounts, je veux migrer d'une part à l'autre. Le domaine de ma société a changé, je dois créer un nouveau smart account. J'ai besoin aussi de migrer les licences. Les smart accounts les licences de mon client sont dans mon smart account. J'ai besoin qu'elles migrent vers celles de mon client. C'est sur ce portail. Et ensuite, c'est toutes les situations que vous avez avec les licences que vous avez achetées ou qui sont chez votre client. Donc, vous avez vraiment la liberté vous avez la liberté, non, je veux dire, vous avez vraiment cette ressource pour vous aider quand vous avez une activation de licence, le pack, vous ne savez pas où est le pack, je n'arrive pas à l'activer pour quelque raison que ce soit, etc. Donc, vous avez la possibilité de voir. Et vous pouvez aussi ouvrir des cases par rapport à votre Enterprise Agreement si vous avez donc des questions là-dessus sur toutes les licences qui sont dans votre Enterprise Agreement. Tout ce qui est True Forward, de suivre les True Forward et tout ça, vous pourrez ouvrir un case dessus. Alors, pour ouvrir le case, il faut aller sur ce portail, le lien est ici. C'est tout simple, hein, vous allez dessus et vous ouvrez, vous allez en bas dans Software Licensing. Donc là, c'est tout ce qui est lié aux licences. Vous n'ouvrez pas dans Produits et Services. Une fois dessus, il y a un menu déroulant qui va vous apparaître donc, avec les catégories. Donc, vous voyez qu'elles sont catégorisées par architecture. Et ensuite, en fait, le menu n'est pas jusqu'à la fin. Je n'ai pas fait les précisions jusqu'à la fin, mais en bas, vous avez donc Smart Account, au cas où vous ouvrez à cause de Smart Account. Et ensuite, vous avez pas, je n'ai pas mis plus de print screen parce qu'en fait, c'est assez simple. À chaque sujet, avant de open a case, à chaque sujet, vous avez un petit descriptif qui vous apparaît vraiment pour savoir si c'est le bon choix. Car des fois, c'est assez subtil entre les choix que vous avez, mais vous avez un descriptif et c'est vrai que ici, le portail est assez bien fait et vous aide vraiment à ouvrir le case en toute tranquillité et vous êtes plus ou moins sûr quand vous l'ouvrez que vous êtes dans la bonne catégorie. Et bien sûr, vous avez autre, qui est aussi important quand on n'a pas la catégorie qu'on veut. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je regarde, vite fait. Hop. Donc oui, c'est juste pour partager le lien du licensing dans le chat, on enverra ça. Mais vous aurez aussi donc le lien aussi dans la préso, mais je le placerai aussi déjà dans le chat. D'accord, super. Donc le TAC, donc c'est le Technical Assistance de Cisco, qui est donc le support déjà après la vente, que vous connaissez bien.
Donc, quels sont les domaines où le TAC est actif, c'est-à-dire tout ce qui est besoin sur la maintenance ou support proactif dans tout ce qui est produits et logiciels. Dans les parcs multi-solutions ou multi-vendors, c'est-à-dire ils ne donnent pas de support que sur du Cisco. Et quand vous avez un parc qui a du Cisco avec du multi-vendor, ils donnent du support aussi. Et il y a aussi des services où le TAC donne un support déjà plus proactif et qui conseille donc le client ou le partenaire. Avant de contacter le TAC, il y a des solutions que vous pouvez trouver sans ouvrir un case au TAC. D'accord? Donc, il y a plusieurs recherches que vous pouvez faire. Vous pouvez aller voir le guide configuration, voir si vous retrouvez votre réponse. Vous pouvez faire une recherche online, car il peut y avoir vraiment une recherche online ouverte. Et vous pouvez peut-être retrouver aussi une solution. Il existe une tool chez Cisco, c'est le Bug Search Tool. Donc, s'il y a un problème déjà identifié et répétitif, vous allez retrouver. Et il y a aussi la Field Notice. Donc, quand il y a des problèmes plus globaux et qui a un grand impact sur une série de produits, dans le feed notice, et vous pouvez même, si vous allez dessus, vous pouvez même souscrire pour recevoir automatiquement les notifications. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire avant d'ouvrir un case au TAC, c'est-à-dire vous pouvez rechercher la solution. Il y a aussi un forum qui existe, que je vais aussi vous communiquer, que vous pouvez aller rechercher pour trouver d'autres solutions. Donc, quels sont les accès au TAC? Vous pouvez les contacter via téléphone. Donc, via téléphone, c'est vraiment la sévérité est niveau 1 ou 2. Après, je vais vous mettre les niveaux de sévérité. Donc, c'est vraiment urgent. Donc, réseau down, etc. Donc, bien sûr, téléphone, ce sera immédiat. Et bien sûr, préparez-vous que ce sera en anglais. Après, je vous mets donc le lien pour tous les contacts. Si c'est un degré de sévérité qui est déjà moins urgent, vous pouvez donc ouvrir le case et contacter aussi par email. Je vous mets aussi le lien d'un forum. Dans le forum, un peu comme avant de contacter le TAC, il y a aussi des solutions déjà, des solutions à certaines situations déjà listées où vous avez un champ de recherche et vous pouvez voir si la situation que vous avez devant vous a déjà été répertoriée. Il y a déjà une solution sans devoir donc passer par le TAC et attendre qu'un agent. Enfin, c'est peut-être la même chose que vous, c'est-à-dire aller au forum et faire une recherche. Alors, quand vous contactez le TAC, la bonne pratique, c'est d'avoir tout ça sous la main, c'est-à-dire le numéro de contrat, il faut que le support soit actif, vérifiez quand même avant, avoir votre identifiant Cisco, que ce soit vous, que ce soit le client, si vous avez donné l'accès au client, au service, donc avoir le CCOID, le serial number si c'est pertinent, les descriptions du programme et du problème et des principaux contacts, les principaux symptômes, excusez-moi. Et bien sûr, donner un contact direct, car quand ils vous recontacteront ensuite, il faut vraiment que vous ayez un contact le plus pertinent. Si vous ouvrez si vous ouvrez un incident chez votre client, il faut que ce soit le contact direct qui peut travailler directement sur ce problème et non pas le vôtre. Donc, les priorités, bon, là, je ne vais pas m'étendre dessus. Je l'ai mis dans la présentation vraiment pour qu'on faut l'avoir sous la main pour vraiment comprendre qu'est-ce que Cisco identifie comme sévérité 1, 2, 3 et 4. Vraiment pour avoir ça bien identifié. Vous l'aurez dans la présentation. Je vais pas lire ça. Je ne l'ai même pas traduit parce que je me dis ça ne vaut pas la peine. Vous allez vraiment comprendre la sévérité et les niveaux les degrés de sévérité.
Donc ici, je vous ai mis, quand vous ouvrez donc le TAC, bien sûr, existe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 et 366 quand c'est sextile. Et vous avez donc les time zones. Donc quand vous ouvrez un case entre 8 heures du matin et 4 heures de l'après-midi, là, vous savez que ça va être une équipe MR qui va vous répondre. Ici, vous avez plusieurs sites. Si vous l'ouvrez à 2 heures du matin, à 8 heures du soir, si vous l'ouvrez à 2 heures du matin, vous savez que ce sera en Asie. Si vous l'arrivez à 8 heures du soir, vous savez que c'est en Amérique, ils vont vous répondre. Donc, en fonction de l'heure à laquelle vous allez ouvrir le case, tout ça à cause des temps de réponse. Si c'est une grande sévérité, vous savez que ça va être donc pris par une autre équipe hors Europe. Les bonnes pratiques lors de la communication avec le TAC, avoir toujours la description technique du problème. S'il y a déjà eu un dépannage effectué, si vous avez un historique, le communiquer. La topologie du réseau, afficher le pack d'assistants techniques, donc tout ce qui est traces binaires, etc. Toutes ces données que je vous mets là, c'est vraiment, faut vraiment avoir tout ça détaillé il faut vraiment que ce soit important pour l'agent, pour bien qualifier la situation. Une fois que vous ayez le case ouvert, donc si c'est P1 ou P2 ou sévérité 1 ou sévérité 2, c'est traité immédiatement et tous les jours, vous allez avoir une actualisation dans votre case. Si c'est P3 ou P4, vous allez attendre donc, que ce soit assigné à un agent. L'agent, ensuite, une fois assigné, vous contacte dans les 30 minutes. Et ensuite, il y aura une actualisation max tous les 5 jours, plus que ça. Comment actualiser le case quand il y a des nouveautés? Vous avez un email qui existe. Vous mettez bien sûr le numéro du case en pièce jointe sur le sujet. Vous pouvez aller directement sur le portail. Il se peut que quand les choses sont plus, il y a déjà des fichiers de commande et des choses un peu plus lourdes, le TAC peut créer un URL pour uploader des fichiers. Mais ici, vous avez un résumé des échanges que vous pouvez avoir avec le TAC. Il existe un bot, donc moi j'avoue que je n'ai pas accès, donc je n'ai pas pu le tester. Je suis allée sur le portail du TAC, mais c'est vrai que moi je n'ai pas accès au bot, donc essayez-le. Il a été créé pour donc faciliter toute la gestion du case, tu vois, ou voir un date facile. Vous avez après une option pour justement ouvrir, si vous utilisez WebEx Team, vous avez justement la possibilité d'ouvrir une room et d'avoir, donc avec le numéro du case, avec le TAC, avoir une room où vous pouvez échanger directement pour le TAC et ça vous facilite aussi dans l'escalation. Vous pouvez donc gérer vos caisses grâce au bot. Donc, il a été créé, utilisez-le. En termes d'escalation, donc vous pouvez escalader, moi je ne l'ai pas traduit, mais c'est compréhensible. Vous pouvez escalader à n'importe quel moment. Vous pouvez, donc là, vous avez donc listé comment vous pouvez escalader. Donc, demandez à l'ingénieur qui a pris le case pour l'escalader. Vous avez des contacts téléphoniques pour parler avec le duty manager pour aussi escalader le case. Et vous avez aussi dans le case en soi, vous avez un bouton pour escalader. Donc, vous pouvez escalader le case si besoin. Je vous mets ici les ressources. Donc, il y a un webinaire qui a été fait. Le premier webinaire que je vous mets est très intéressant. C'est quelqu'un qui travaille déjà depuis 15 ans au TAC qui a fait ce webinaire. Il est en anglais, mais il est très, très pertinent. Et moi, je vous conseille vraiment d'aller voir si vous voulez approfondir ce thème du TAC et en savoir beaucoup plus. Je vous conseille le premier webinaire. Un webinaire a été fait en français au début de la fiscale. Vous pouvez aussi aller dessus et voir quelles sont les bonnes pratiques. Et je vous mets le website officiel du TAC où vous pouvez retrouver vraiment beaucoup d'informations intéressantes
sur le TAC et vraiment comment ils sont constitués, où est-ce qu'ils sont situés. Vous avez vraiment beaucoup de détails et le site est très bien fait. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pas de questions. Pas de questions? Non. Tu as répondu à tout. Donc voilà, donc cette session était donc sur tous les supports avant et après vente. Vous avez vraiment les ressources, vous avez plusieurs ressources que vous pouvez utiliser avant et après la vente. Donc toujours, vous avez vu que la plupart passent par l'ouverture de case. Les bonnes pratiques, c'est vraiment être le plus précis possible. Donnez vos feedbacks, ça c'est quelque chose que tout le monde m'a dit, c'est donner des feedbacks. Parce qu'en fait, si vous donnez vos feedbacks, que ce soit positifs ou négatifs, comme l'a dit Thiago, c'est toujours important pour les équipes, qu'il n'y a que comme ça qu'elles peuvent progresser. Et je vous remercie pour avoir participé à cette session. Je remercie Thiago pour m'avoir aidé dans cette présentation. De rien. Et donc, ici, c'est le dernier webinaire pour cette année fiscale. On se revoit septembre-octobre. On verra quand est-ce qu'on aura les prochaines sessions. Je vais arrêter le recording.